Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va commencer à notre façon d'essayer de regarder un petit peu nos communes, l'histoire, la sociologie. On va en parler avec Patricia Château, c'est dans Cosmo Réunion. Bonsoir Patricia Château. Bonsoir. Alors, vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu ne serait-ce que dans votre formation, dans la sociologie, quand on regarde un petit peu la Réunion, et là je commence sur un thème un peu plus global, j'allais dire, une sociologue regarde son île, si elle le regarde, bien sûr. Déjà, vivant la Réunion, elle vit son île. Mhm. Donc, elle le vit d'un point de vue de ses connaissances. Dans le passé, le présent, et puis se pose des questions sur le futur. Et quand on regarde comment s'est construit l'histoire de la Réunion, d'un point de vue du peuplement, d'un point de vue de l'architecture de ses bâtiments, ça correspond à cette idée qu'on se fait de la Réunion, de son métissage, du mélange, du vivre ensemble. Alors, du vivre ensemble, c'est particulier. Déjà, je crois que beaucoup en discutent en ce moment, à savoir, dont une psychosociologue, je crois, sur le vivre ensemble ou le vivre à côté. Maintenant, sur la question, effectivement, des identités présentes, cela se fait également. Mais maintenant, sur la construction sociale de l'île, effectivement, il y a des points de vue différents, mais cela dit, il y a quand même pas mal d'avancées historiques. Et on le voit dans la construction des villes, le temps que ça va prendre pour construire chaque ville. On va prendre l'exemple d'une ville de l'Est, une ville agricole, Saint-Benoît. Quel regard il faut porter ? Actuel ou Non, dans l'évolution. Bon. Alors déjà, cela prend du temps. Moi, je dirais que cela va vite, très vite. En fin de compte, on passe d'une population, d'un peuplement qui, pour certains, ne permet pas de dire qu'il s'agit d'une société existante, mais de quelques individus en présence. On passe et au fur et à mesure, donc, arrivent les navires, arrivent les habitants et se forment les familles où les individus sont en présence et donc sont obligés de suivre plus ou moins un modèle pour vivre sur cette île, devenir colon en achetant, en ayant des concessions, donc ces concessions en échange de l'achat d'esclaves et donc en ayant une petite habitation, c'est-à-dire en ayant un petit élevage et en pouvant échanger au départ, bien sûr, pouvant échanger quelques vivres avec les navires qui seraient là de passage, ou plutôt qui vont laisser des habitants, des futurs habitants, et ne devraient pas repartir les cales vides. Alors, ce qui est important quand même, c'est que moi je pense qu'il faudrait, par rapport à Saint-Benoît, ce qui m'a paru intéressant, c'est que l'on voit à quel point cet espace va se peupler très rapidement, d'une part, et d'autre part, cette ville a aussi prend la même forme un petit peu de circonscription administrative ou autre comme les autres, à savoir d'abord s'installe une paroisse, puis par la suite on va parler de quartier, une paroisse, quartier, et puis il faut attendre, bien entendu, qu'on puisse parler de commune, pour dire qu'il y a une ville, une commune. Voilà. Cela va vite parce que justement, il faut savoir que l'Est, le Saint-Benoît d'abord, ça va être, on va dire, toute une partie de l'Est qui, au fur et à mesure, va se limiter à une certaine surface, donc où on va avoir Sainte-Anne qui va encore faire partie de la ville, puis d'autres comme Sainte-Rose sortiront de cet espace. Donc, il faut bien voir comment plutôt
au fur et à mesure, comme on disait autrefois, tout le monde dit, pourquoi pas, ça marche toujours, du battant des lames au sommet des montagnes, ont été accordées des concessions, comment les populations qui arrivent s'installent et comment, au fur et à mesure de l'évolution des différentes productions et du modèle on va imposer, s'agit-il des petites plantations esclavagistes, raciales, esclavagistes comme au départ, ou la grande plantation industrielle qu'on va voir par la suite, tout ceci donne des configurations particulières. Voilà. La question que je voulais poser tout à l'heure sur cette démarche-là, on n'est pas encore par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur les concessions, on n'est pas encore dans la perspective de créer des communes, ou de créer des structures. On s'installe et on vit. Oui. C'est pour ça que c'est ce que je voulais, c'est ce à quoi je voulais faire allusion il y a un instant. Et puis bon, voilà, c'est que il faut voir le modèle finalement de la colonisation française en Afrique et ailleurs. Bon, alors il s'agit de s'installer sur, on va dire sur un territoire, occupé ou pas, donc pour l'Afrique et tout, proche d'une côte où ils peuvent arriver, et de là justement arriver vers, on va dire, un port de colonisation, et de là aller vers d'autres pays où ils pourront soit prendre coloniser, chercher de la main-d'œuvre, servile et tout. Pour la Réunion, il faut voir de la même façon. On l'a dit pour l'Afrique, on ne le dit pas pour l'océan Indien. On a Madagascar, la Réunion et l'île Maurice. Tout ceci, ça fait partie justement de ce qu'on va appeler l'espace colonial de l'océan Indien, l'espace colonial français dans l'océan Indien. Et c'est une carte postale que j'ai gardée en tête lorsqu'on crée un village. Il y a trois éléments qu'on voit à l'époque, parce que la religion est catholique, donc il y a forcément une église, il y a forcément la mairie, en tout cas l'endroit pour... Et le cimetière n'est pas loin, parce que à l'époque, il faut porter le mort jusqu'à le cimetière, donc le cimetière n'est pas trop loin de la mairie. Et en plus, bon, ça c'était pittoresque, mais ça on le voit dans tous les films de Pagnol, il y a toujours le bar, le petit endroit où les gens se réunissent. Mais à La Réunion, l'église et le cimetière, c'est quelque chose qu'on a toujours vu. La mairie annexe est venue après. Qu'est-ce qui explique qu'on va construire les villages, puisqu'ils deviennent des villes, sur le modèle français ? Alors, sur le modèle français... Des villages français. Oui, tout à fait. Alors, j'avoue que je ne connais pas, mais bon, je vais essayer de me débrouiller avec la question. Mais bon, effectivement, comment ? Parce que bon, il y a pas ce système de concession, donc en France. Donc, comment on passe des concessions à une paroisse ? Alors, il y a bien sûr, tout d'abord, il y a vraiment ce qu'on appelle les colons sur place qui vont le réclamer. Déjà, au départ, en dehors de Saint-Benoît, donc quand arrive Saint-Paul, Saint-Denis et autres, ils vont au fur et à mesure réclamer plus ou moins certains droits, à savoir, ils vont réclamer un gouverneur déjà, pour que justement, parce qu'ils essaient, si vous voulez, de ne pas être trop à la merci de cette compagnie, donc ils demandent, on va dire, une sorte de régulateur. On va juste rappeler donc que Colbert crée donc la Compagnie des Indes en 1664, je crois, et que c'est la Compagnie des Indes qui gère, c'est la référence donc de Château, donc la compagnie. Tout à fait. Donc cette compagnie, donc c'est une compagnie commerciale. Donc on va avoir, je crois qu'il y a plusieurs, il y a, je dirais moi, 3 institutions. Il y a le commerce, il y a l'Église, la religion, donc, et puis il y a effectivement peut-être une autre, à savoir
ce système français qui est ce système colonial où se retrouve là un petit peu plus ou moins tout le monde, quoi, tous ceux qui ont les intérêts. Voilà. Alors maintenant, quelle est la place des colons qui sont là? Eh ben, effectivement, vous avez donc ceux qui ont eu la chance et la possibilité, parce qu'ils n'arrivent pas tous avec d'avoir les mêmes intérêts, d'une part. Ensuite, ils sont pas destinés aux mêmes tâches. Oui. Ils n'ont pas les mêmes statuts sociaux. Oui. Cela aussi bien parmi les blancs que parmi les non-blancs. Hein. Donc, voilà. Donc, pour les blancs, on va parler des grands propriétaires, des moyens propriétaires et des petits propriétaires qu'on va appeler par la suite les petits blancs. Pour l'autre partie de la population non blanche, on va appeler donc, il y a bien sûr les Indiens, les Asiatiques et tout, donc ceux qui seront les engagés. Et puis, bien sûr, aussi les esclaves, hein, donc plus particulièrement la population africaine, mais l'on sait aussi quand même qu'il y a eu un mélange un petit peu dans tout ceci. Donc, il y a d'une part ce qu'on va appeler il y a d'une part ces institutions, donc la religion, l'Église et tout ça, et puis la façon d'organiser ce pays, qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le produire et avec qui. Et quand on regarde, que ce soit Saint-Benoît, bon là on parle de Saint-Benoît, ou que ce soit ailleurs, on voit que la répartition au fil des années se fait presque naturellement. Il y a ceux qui vont prendre la terre, il y a ceux qui vont prendre le commerce, il y a ceux qui prendront tout ce qui est l'éducation, qui prendront la religion. On voit que les places, malheureusement, sont liées au statut social. Oui, on pourrait effectivement, ça serait une certaine, oui, je pense que ça serait une certaine visibilité ou lisibilité de la société réunionnaise. Mais il faut quand même, moi je pense qu'à ce moment-là, il faut parler bien sûr des conflits qui vont exister donc sur les plantations, de la concurrence dans un système de grande exploitation industrielle avec des capitaux qu'on demande de plus en plus, hein, parce que la compagnie elle va ruiner beaucoup de personnes. Ensuite, il y a effectivement aussi des positions, hein, quand on arrive déjà dans un endroit où la couleur de la peau joue beaucoup, hein. Et ensuite, il faut quand même, comme partout, du capital. Donc, il faut avoir de l'argent, ne pas être démuni complètement pour pouvoir acquérir de la terre, parce que c'est une société rurale, c'est une société c'est une société agricole. Donc, le foncier est très important. Donc, il faut tout ça. Donc, alors, la couleur de la peau, plus la possibilité d'avoir ce numéraire, etc., pour le foncier et tout, accéder à ce foncier, tout ceci oriente et distribue un petit peu les différentes, comme vous dites, les différentes possibilités pour chacun des groupes. Maintenant, il y a effectivement, tout au cours de l'histoire, parce que on a la société de plantation au départ, la société de plantation, la société de plantation esclavagiste, et on a la société qu'on certains appellent de départementalisation, et où effectivement donc il y a l'école qui devient un petit peu comme pour une valeur comme pour la République un enjeu de mobilité sociale. Hein. Et maintenant, pourquoi certains groupes y accèdent plus facilement que d'autres? Je pense là, il faudrait certainement voir quels étaient les moyens qu'on a accordés à certains. Et il y a un contexte donc social, mais il y a une réalité aussi. Le travail, c'était le seul moyen de subsister. Il n'y avait pas d'autre, et on voit que il y avait ceux qui voulaient s'enrichir, mais il y a ceux qui travaillaient pour manger. Oui, alors, donc, pareil, hein, donc il faut quand on parle, à mon sens, bien savoir de quelle période l'on parle, et du coup, quels sont les groupes qui sont là. Hein.
petits planteurs, gros planteurs, moyens planteurs, esclaves et tout ceci. Donc les comment dire, les gros blancs. Non, pas les esclaves, les engagés. Donc il faut vraiment comprendre, il faut revenir, il faut rester là-dessus pour ne pas, je veux dire, faire des lectures un petit peu biaisées. Du coup, alors j'ai un petit peu loupé la question. Non, je disais que le travail, c'était vraiment la seule façon d'exister, de subsister. Alors justement, le travail, oui, c'est la seule façon d'exister, le travail forcé, le travail forcé. Mais en même temps, il y a bien sûr, au départ, on nous parle du Nil où certains dans l'Est. Alors justement, Saint-Benoît m'a fait poser une question, puisqu'on disait que de toute façon, avant que des concessions soient accordées, entre parenthèses, la première concession que j'ai vue était accordée à une veuve. La veuve Lebeau dont on parle. Moi, j'ai essayé de trouver des informations plus précises sur elle, mais on n'en a plus. Est-ce parce que on en a, mais il faudra aller les chercher. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Non. La connaissance, là, elle a eu quelque part. Il y a quelque chose qui s'est. C'est quand même. Il manque quand même. On a quand même quelque chose. Je salue Madi Lebeau, qui est journaliste au quotidien. D'accord. Donc, décidément. Alors, on était sur cette façon de subsister, donc le travail, oui. Et le fait que il faut alors quand même il y ait une répartition. Oui. Alors, on reste toujours dans cette question. Comment est-ce que l'on va pouvoir vivre sur cette île ? Ouais. Alors, tant que n'apparaît pas un Vauboulon qui va faire la chasse aux mendiants, etc., ou d'autres, tant que n'apparaissent pas des gouverneurs qui vont courir après les petits blancs pauvres qui deviennent dangereux, parce que il y a quand même, quand il y a encore des espaces. On ne parle pas encore des hauts. Quand il y a encore des espaces libres sur les bas, les personnes qui sont endettées, qui n'ont rien, certains décident tout simplement d'aller de vagabonder, vous voyez, s'ils sont célibataires en plus. Tandis que d'autres, qui ont monté famille ou autres, vont aller demander l'aide des curés. Vous voyez l'importance du coup de l'Église, l'importance des paroisses, l'importance de la religion. Qui va soutenir ces pauvres ? Eh bien, ce sont les religieux. Alors, et c'est pareil. Alors, de l'autre côté aussi, parmi les travailleurs forcés, donc que ce soit les esclaves ou les engagés, eux, effectivement, on essaie. Ils vont avoir accès. Ils sont obligés de travailler, mais par contre, on leur accorde quand même dans leur vie un peu, on va dire, d'instruction par la religion. Pourquoi ? Parce que il faut contrôler cette population quand même. À savoir, il faut leur inculquer, plus qu'une passivité, parce que peut-être à la limite ils seront plus rien faire, comme les petits blancs qui disent moi je n'ai plus rien, je peux pas, je vais errer. Mais il faut quand même la religion, je veux dire, pour certains. Pour le groupe des petits blancs appauvris, pour certains, pas tous bien entendu, attention, je le dis bien, ça va permettre, l'Église va permettre d'intervenir auprès des institutions, auprès des gouverneurs et tout, pour avoir des concessions, pour pouvoir s'installer, pour avoir un retour à une vie agricole et pour pouvoir faire vivre leur famille. Tandis que pour d'autres, c'est le moyen, comme pour les travailleurs forcés, quel que soit le système. Pour eux, la religion, ça va être le moyen pour cette société de pouvoir les surveiller et les contrôler, quoi. Donc, et en même temps, malheureusement aussi, quand même, c'est paradoxal, contradictoire, mais quand même, c'est aussi
à la limite aussi par ce biais que certains vont pouvoir, qui ne sont pas dans cette société blanche où tout est accordé, certains vont pouvoir accéder à d'autres métiers, donc vont pouvoir apprendre à lire un minimum au moins pour pouvoir faire autre chose. Lorsqu'il y aura de la place, ce sera possible dans cette société, parce qu'il y a aussi des Noirs ou des métis, libres. D'une part, mais malgré tout, le village, parce qu'au moment où on parle de chaque commune de la Réunion, sont des petits villages. C'est pas encore quelque chose de grand. Chacun s'installe autour de l'église, autour de ce qui constitue le centre même, le cœur du village. Saint-Benoît n'est quand même pas le premier lieu d'installation des colons. Hein. Donc, effectivement, si au départ, on s'installe un petit peu là où on veut, etc., il faut bien savoir que c'est quand même organisé. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il va falloir qu'il y a... justement, pour ça je dis, il faut se référer aux périodes. Lorsque les terres vont manquer, à la période de la grande industrialisation de la canne et tout, alors là, il faut beaucoup de terres. Donc, on ne peut plus effectivement aller là où on veut. Hein. Et en même temps, lorsqu'on va faire des concessions, à ce moment-là, ceux qui étaient présents et qui n'avaient pas, et là je reviens, c'est pour ça que quand on voit sur Saint-Benoît, avant les concessions, il y avait des gens qui y habitaient. Hein, on se demande, du coup, cela pouvait être aussi bien ceux que l'on considérait comme des vagabonds. Mais maintenant, en étant sur les bancs, on se demande, mais finalement, comment, du coup, moi j'oserais le dire, peut-être qu'on va pas être d'accord avec moi, mais on va peut-être choquant, je sais pas, mais est-ce que du coup, il n'y a pas comme une sorte de marronnage, vous voyez ? Parce qu'ils sont poursuivis aussi, hein. Sauf qu'ils sont poursuivis, hein. Pardon, ils sont poursuivis, ils vont être chassés, hein. C'est le danger de la population, hein. Le danger de la colonie. Voilà. Et alors, le marronnage, on le sait, par contre, les historiens, ils vont se dire, celle-là, il ferait mieux de ne pas raconter n'importe quoi. Je le conçois, c'est-à-dire que c'est vrai que ça s'est organisé, etc. Pourquoi Léo, etc. Mais on va dire que quand même, il y a des fuites. Hein. S'échapper et tenter de vivre. Hein, que ce soit pour éviter la torture, la mort, le travail lourd, etc. Et que ce soit pour échapper à la famine, hein, il y a quand même des gens qui vont vivre à l'extérieur de ces plantations qui sont bien limitées. D'accord. Et bien protégé apparemment. Et bien protégé. Merci Patricia Château. Merci. On poursuivra là-dessus la prochaine fois. On parlera un petit peu de cette évolution-là. Parce que la façon de se construire nos communes au départ, autour de ce qu'est l'église, bien sûr, enfin ce qui ressemblait à une église, autour du cimetière, la place publique, on voit que la Réunion va sans doute avoir un modèle à elle, et on verra comment ça évolue. Merci Patricia Château. Merci. On va regarder un reportage sur les termes. On va faire un peu l'histoire. On va essayer de se balader du côté des termes c'est pas Salazie les termes, c'est les termes, c'est Silaos. On va voir les termes et on va voir un petit peu ce que ça donne et puis on se revoit juste après. Je suis avec monsieur et madame Osman Dindar, qui sont des amoureux de Salazie et d'Elbourg. Quand on arrive à Elbourg, il y a des vestiges de l'hôtel d'Elbourg qui est encore là. Là, il y avait... Ça, c'est toujours pareil. On sortait de là, on allait à droite, au terme. Il n'y avait pas de route qui allait au terme. C'était des descentes comme ça, et bon. On descend pour les termes, mais là, ça n'a pas si longtemps été réalisé par des municipaux. Donc, sinon, nous, il n'y a plus trop descendre là, parce que nous avons bien vu les fragiles, un territoire quand même assez fragile.
tout le temps érodé, tout le temps. Donc, a été arrangé pour que les touristes, nous-mêmes, nos enfants qui vont à l'école, ils passent par là, certains, ils continuent à descendre là. C'est un chemin d'école aussi, hein, faut pas nous croire. Avant, il n'y avait pas de route pour venir avec la Tapidosa, c'était le seul chemin qu'il y avait. Hein. Ok, ben Freddy, là nous sommes dans les ruines des thermes en fait. Et donc ces thermes, elles ont été découvertes en 1832, et puis il y a eu un éboulis en 1921, et puis en 1948 il y a eu le cyclone qui a tout détruit. Oui, c'est le glas on va dire un peu le thermaliste, il prend deux, trois coups de plomb dans les ailes. Ben, Elbourg était réputé, il y avait une station thermale et très fréquentée. Le cyclone de 48 a détruit la station. Des grandes familles qui venaient là pour le thermalisme. Donc de 1831-32 à 1948. Donc à peu près une centaine d'années, qui fait que là vous avez eu des princes, des rois, des gens de toute la côte de Zanzibar, Madagascar, Maurice, Réunion, hein, parce qu'on est à la Réunion, sachant que le thermalisme il est en Europe au départ, hein, au Puy-de-Dôme, en Allemagne, le thermalisme un peu partout. Et dans l'océan Indien, c'était l'endroit où il y avait le thermalisme. Et le cyclone de 48, quel âge j'avais en 48 moi? Tu devais avoir 13 ans. C'était en quelle année? 35. 35, 45, 46, 47, 48, 13 ans. On peut dire ça comme ça. Et puis, vu que le thermalisme va se déplacer après dans d'autres régions de la Réunion, comme Sillaos par exemple. Oui, il y avait une température comme Sillaos, mais c'était réputé, c'était plein, la station thermale. Il n'y avait pas de route qui emmenait là-bas. Hein. Vous allez comprendre vraiment pourquoi la bourgeoisie locale venait là en permanence. Souvent, du moins. 3 mois, 4 mois durant. Parce que chez la côte, il y a des grosses chaleurs de septembre à avril. Septembre à avril, donc ici, il faut fuir la chaleur. Mais après, on a des princes, des rois, des empereurs qui sont venus là. Les Mauriciens venaient ici. Et c'est Laos. Ou exilés. Abdelkrim, reine de Madagascar, Ranaval, reine de Madagascar, Duitan, Vincent, empereur de Hanoï, exilé à la Réunion. Vous voyez? Mais le thermalisme est là. Ah oui, c'était plein tout le temps. Ça. Un empereur ne peut pas rester en permanence cloîtré. Il faut qu'il a la monnaie de toute façon. Le thermalisme était propice à la faniente, se retrouver, les mariages arrangés. Vous comprenez là? La station thermale d'Elbourg. C'est extraordinaire. Il y avait 10 baignoires. Que cela vous inspire-t-il? Bon, pour moi, je n'ai pensé à trouver rien de spécial, mais une fois je suis arrivé ici, à part de voir les anciennes pierres où il y avait les anciens thermes, ce que j'aime, c'est l'endroit. Il y a aussi de végétation très bien conservée, c'est très propre. Et l'endroit, tandis que l'endroit, je pense que c'est très, très intéressant aussi pour les gens qui aiment les plantes, et les fleurs et tout ça. Mais aussi, j'ai eu de la chance de trouver ces messieurs, ces guides créoles, qui nous expliquaient tout à propos de ces termes. Ok, je vous remercie. Merci. Ensuite, il y avait des marches, il fallait descendre. Oui, mais j'ai eu la chance de prendre quelques bains par fantaisie. Mais c'était réputé, Elbourg. Les pierres étaient bien taillées, on l'a bien vu, c'est des moellons. Les gars avaient une connaissance. Hein, Ah, il y avait un bâtiment. Il y avait les cabines. On y voit le raccord de Et à la rivière de tout ça, il y avait la rivière qui passait. L'escalier, ça, nulle part. 48 a tout détruit. À un moment donné, là où arrive, à un moment donc il veut dire qu'il y avait un ponton dessus. Nous sommes avec le docteur Robert Fonluc. Donc, docteur, vous êtes le président de l'association Sauvegarde et Renouveau d'Elbourg. Et ici, à Salazie, ce village de Elbourg a été créé en 1831, depuis la découverte des sources. Et vous, en tant que médecin, que pensez-vous des traitements de l'époque, justement, vis-à-vis des curistes?
Les traitements consistaient essentiellement à boire de l'eau, hein, soit à la boire au robinet, soit en goûter dans les bains, hein, soit à en profiter avec les douches, les jets. Hein. Donc voilà, il y avait 3 façons de se traiter. On buvait de l'eau, on prenait des bains ou on prenait des douches. Hein. Après, quel était l'apport réel sur la santé des gens? Je crois qu'il était certainement présent hein, par les vertus minéralogiques de l'eau, mais également il bénéficiait d'un contexte particulier, c'est-à-dire on montait à 1000 mètres d'altitude, on s'éloignait des chaleurs de l'été qui étaient étouffantes, on s'éloignait des moustiques, hein, on prenait soin de soi, c'est-à-dire qu'on coupait avec la vie active, on prenait le temps de se reposer, on prenait le temps de lire, on prenait le temps d'échanger avec les voisins, les amis. Donc on prenait soin de soi dans des bonnes conditions et l'effet placebo aussi jouant sur cette eau miraculeuse, on certainement dans de nombreuses occasions pouvait en ressortir avec un réel soulagement. Maintenant les grosses affections, je pense qu'elles restaient les grosses affections, on ne peut pas dire qu'on pouvait guérir le paludisme, les rhumatismes, les affections intestinales, les affections de la femme ou d'autres pathologies hein, qui étaient présentes à ce moment-là. Donc un bienfait réel, comme dans toutes les cures thermales, dû à cet ensemble de points qui, conjugués ensemble, amenaient réellement un soulagement. Très bien. Je vous remercie, docteur.